Voilà, je vous remercie beaucoup. Nous appelons Monsieur Albert Lévy, architecte, chercheur au CNRS, qui précisera, s'il le faut, davantage son retraité. Statut professionnel. Non, Si. vous plaisantez, non? Si, depuis quelques temps, oui. Il est toujours actif. D'accord, merci. Toujours actif, oui. Merci, oui. Donc, l'intitulé de ma communication, c'était, ou c'est effectivement Ville, Urbanisme, Santé à la place du jardin, mais, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, plus que la question du jardin, c'est la nature d'une façon générale que j'interrogerai, dans l'urbanisme. Oui. Parce que, effectivement, mon travail de recherche, ce que je trouve qui manque un petit peu dans votre approche, qui est excessivement intéressante, c'est un meilleur croisement entre l'histoire de la médecine et l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture. Parce qu'il y a des interférences très sérieuses. Il y a eu des interférences très sérieuses. Et cette question se repose aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous affrontons. Donc voilà. Alors, je voudrais commencer, si vous voulez, par faire un rapide rappel historique de la relation urbanisme-santé avant d'examiner la situation actuelle, comme je le disais, pour montrer comment le lien entre urbanisme et santé s'est noué autour de l'hygiénisme au milieu du 19e, pour se dénouer ensuite au cours des années 60 avec les progrès spectaculaires de la médecine qui s'est affranchie de l'espace, en s'orientant vers le tout curatif, le tout pharmacologique, et souligner pourquoi la question du lien se repose aujourd'hui. Bon. Alors, c'est en effet face au développement des maladies infectieuses dans les redoutables épidémies de choléra à répétition au XIXe et au début du XXe, et devant l'impuissance de la médecine à cette époque, que l'urbanisme est né sous l'influence du courant hygiéniste et à partir d'une médicalisation de l'espace, entre guillemets, à travers une série d'expériences qui vont de la cité ouvrière avec ses petits jardins aux cités utopiques avec les phalanstères, familistères et autres communautés sociales hors et contre la ville industrielle, jusqu'aux grands travaux d'assainissement des villes comme Londres, Paris, avec, bien entendu, les travaux d'Haussmann. Le premier texte théorique fondateur de la discipline de l'urbanisme progressiste date de 1867, donc contemporain à Haussmann. C'est celui de Ildefonso Cerda, Teoria de la Urbanisation. Dans un second temps, je vais très vite, je m'excuse, je pourrais revenir si vous avez des questions. Dans un second temps, face au fléau de la tuberculose qui persistait, dont on a parlé tout à l'heure, et qui faisait des ravages, on a créé le sanatorium comme espace à guérir. Et le mouvement moderne en architecture et urbanisme a été inventé, avec son modèle de ville fonctionnaliste opposé à celui de la cité-jardin. Le mot d'ordre était alors nature, air, soleil, lumière partout. La ville historique européenne était remise en cause et sa forme traditionnelle, l'îlot dense et compact, jugée pathogène et insalubre, était condamnée. De même, devant l'expansion des maladies mentales et la situation de la psychiatrie de l'époque, qu'il expliquait souvent par la dégénérescence biologique, par la dégénérescence de la race, l'asile a été créé comme espace séparé pour isoler les fous, les écarter de la ville et en même temps protéger la société. Esquirol en voulait un par département dans sa loi de 1838. L'évolution de la psychiatrie par la suite, soutenue par la psychanalyse, vers une psychiatrie de secteur dans les années 60, a fait tomber les murs de l'asile en supprimant la séparation ville-asile. Désormais, c'est aussi dans et par l'espace urbain que le malade, traité comme un sujet, est soigné. Aujourd'hui, si la santé mentale est devenue une préoccupation prioritaire pour les pouvoirs publics, on sait qu'on ne peut pas dire qu'elle reçoit tous les moyens nécessaires dont elle a besoin. Il aurait été intéressant de voir de quelle manière la nature a été mobilisée à des fins sanitaires dans ces différentes approches urbanistiques, selon quelle modalité elle a été utilisée dans ces diverses expériences pour affronter les problèmes de santé, offrir un cadre de vie plus salubre, un environnement plus sain, plus hygiénique, prévenir les épidémies, au détriment souvent, ne pas l'oublier, d'autres aspects urbains négligés comme l'espace public, son rôle dans le lien social, la sociabilité, etc. Mais par manque de temps, donc, comme je le disais au départ, je me concentrerai surtout sur la situation actuelle, caractérisée, comme on le sait, par une crise environnementale aiguë qui a débuté dans les années 70 avec des impacts très sérieux sur le plan sanitaire.
La révolution industrielle a donné lieu à deux phénomènes majeurs. Une urbanisation intensive pour les villes, provoquant des processus de mégapolisation des villes de plus de 10 millions d'habitants, et une périurbanisation, c'est-à-dire un étalement urbain indéfini. Et aussi une agriculture intensive dont on parlait tout à l'heure dans les campagnes, caractérisée par, vous le savez, une monoculture, une mécanisation poussée et surtout des intrants chimiques en abondance et des produits phytosanitaires. De graves incidents sur le plan environnemental et sanitaire en découleront. Globalement, considérer que la nature était infinie, illimitée, que les ressources naturelles étaient inépuisables, qu'elle était extérieure à l'homme, son opposé, mais à sa disposition, qu'il pouvait l'utiliser et l'instrumentaliser à sa guise. Je parlais tout à l'heure d'impact sanitaire issu de notre modèle de croissance. Effectivement, nous traversons aujourd'hui une période de transition épidémiologique importante avec l'apparition d'un nouveau régime de maladies chroniques. Cancer, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, asthme, allergies, diabète, obésité, chute de la fertilité masculine, stress et souffrance mentale, etc. Appelées aussi maladies de civilisation ou maladies environnementales parce que provenant justement en bonne partie de la dégradation de l'environnement et de la détérioration de nos conditions de vie. Ces affections longue durée non transmissibles connaissent paradoxalement une véritable épidémie dans le monde. De 34% en 90, elles sont passées à 65% aujourd'hui, elles atteindront 88% dans 15 ans. Pendant que les maladies infectieuses, elles, n'ont cessé de baisser de 57 à 25%. En France, on comptait 3,7 millions de personnes atteintes de ces ALD, ces affections longue durée, en 1994. Elles sont 11 millions aujourd'hui, creusant toujours plus le déficit de la sécurité sociale. Plus de 15 milliards en 2014 sur un budget de plus de 365 milliards qui représente 30% du PIB et qui a doublé en 50 ans. La médecine environnementale, dont nous n'en avons pas assez parlé, accuse un retard notoire en France. Elle est incapable pour le moment de freiner l'expansion de ces nouvelles maladies dont l'origine complexe combine facteurs génétiques, biologiques, psychologiques, socio-économiques et environnementaux. On parle de causalité multifactorielle qui rend la recherche plus compliquée et difficile. Mais tout ne pourra venir de l'innovation technologique ni du tout curatif. C'est pourquoi un changement de paradigme s'impose. Une politique de prévention qui implique une nouvelle relation entre médecine environnementale encore à venir et un urbanisme durable encore à concevoir également. Mais pour la conception de cet urbanisme durable, nous devons au préalable revoir les notions d'environnement et de nature utilisées jusque-là. D'une part, l'environnement ne peut se réduire au milieu naturel uniquement. L'air, l'eau, le sol, la flore, la faune, les ressources, etc. Comme on le voit, par exemple, dans les plans nationaux santé-environnement ou les plans régionaux santé-environnement, il doit inclure également l'environnement bâti et l'environnement socio-économique et culturel. Donc c'est un environnement élargi que nous avons à faire et qui doit être pris en compte. Deuxième point, la notion de nature a aussi changé. Une nouvelle approche s'esquisse, avec une vision plutôt pessimiste de son avenir, du devenir de la planète. Premier point, l'acception moderne de la nature extérieure dont je parlais tout à l'heure n'est plus recevable. La séparation homme-nature, l'opposition entre artificiel et naturel, la distinction nature-culture n'est plus possible. Pour Bruno Latour, d'ailleurs, nous n'avons jamais complètement respecté cette séparation. Nous n'avons jamais été modernes, d'ailleurs, dans le titre de son livre, dans lequel il affirme cette idée. Effectivement, cette idée où la nature extérieure à l'homme lui est offerte pour en faire ce qu'il veut, pour l'instrumentaliser à sa guise, n'est plus acceptable. Elle a conduit aussi à l'idée d'une nature qu'on peut détruire à côté d'une autre qu'il faut protéger. Cette idée de protection qu'on retrouve dans les réserves, dans les parcs naturels, etc., est aussi dépassée. De même, l'affirmation d'une fin de la nature, c'est-à-dire sa disparition totale, est fausse. L'épisode de la vache folle est là pour nous le rappeler. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature. La nature est toujours là, mais nous ne pouvons plus faire de partage entre naturel et artificiel, car nous ne rencontrons plus autour de nous que des objets hybrides, des mixtes de nature et de culture. La crise environnementale elle-même génère de tels objets hybrides. Les pollutions ne sont rien d'autre que des objets hybrides. Le trou d'ozone,
les pluies acides, etc., sont des objets hybrides. En conclusion, nous sommes insérés dans la nature à laquelle nous appartenons et avec laquelle nous sommes en interaction et en intrication permanente. Pour illustrer cette interaction, un nouveau concept de santé, et M. Pipien en parlait tout à l'heure, a récemment émergé avec une organisation internationale, One Health, une seule santé. Elle nous rappelle l'interdépendance de notre santé avec la santé du vivant qui nous entoure. La santé humaine dépend de la santé des animaux, de la santé de la biodiversité et de la santé des écosystèmes. En somme, la santé de tous dépend de la santé de chaque espèce. Le deuxième point, on a pris conscience de la finitude de la nature, que les ressources naturelles ne sont pas illimitées et que si l'on poursuit la croissance mondiale au rythme et sur le modèle des Européens, il faudra 3 planètes pour y parvenir. Au rythme des Américains, c'est 5 planètes qui seront nécessaires. C'est pour mesurer l'impact des activités humaines sur la Terre que la notion d'empreinte écologique a été introduite. Enfin, troisième point, on a réalisé que l'homme est devenu un agent géologique, déterminant des transformations de la Terre et de la nature. Dans les activités concurrencent les processus naturels, géophysiques, géochimiques, biologiques et l'emportent même sur eux. La modification au cours du climat et ses conséquences futures incalculables en sont la preuve la plus évidente. Mais il y a aussi les perturbations des cycles de l'eau, de l'azote, du phosphore, l'extinction progressive de la biodiversité. 30% des espèces auront disparu à ce rythme en 2100. La déforestation, l'artificialisation des écosystèmes, etc. On assiste à une transformation, destruction graduelle des biomes de la planète. Pour certains chercheurs, nous aurions atteint un point de non-retour. Pour le chimiste Paul Crutzen, nous serions en effet entrés dans une nouvelle ère géologique où l'homme est devenu l'acteur principal des mutations géologiques qu'il appelle l'Anthropocène. Il écrit « Nous ne sommes plus dans l'Holocène, mais dans l'Anthropocène ». Après l'Holocène, qui a duré 11 500 années, qui correspond au début de l'agriculture et de la révolution néolithique, nous serions entrés dans une période géologique nouvelle depuis seulement 230 années, à partir du milieu du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle. On peut se demander à ce rythme ce qui va se passer dans 100 ans, en 2114, ou dans 2 siècles, en 2214. Certains experts pronostiquent l'effondrement de la civilisation occidentale, voire même de l'espèce humaine. Avec ce modèle de développement et à ce rythme de mutation, la période anthropocène risque en effet, dans l'histoire de la Terre, d'être relativement courte, 400 à 500 ans, par rapport aux périodes géologiques précédentes qui ont toutes duré plusieurs milliers d'années. Dans un récent article paru dans Le Monde du 12 novembre dernier sur cette question, Bruno Latour, toujours lui, proposait curieusement comme titre de son article « Acceptant que l'homme soit devenu un acteur des mutations géologiques ». Curieux. Alors, parce qu'il s'agit au contraire de refuser, de résister à cette accélération. Pardon, le micro ? Ah oui, pardon. Donc, je disais, le titre de l'article de Bruno Latour est « Acceptant que l'homme soit devenu un acteur des mutations géologiques ». Alors qu'il s'agit au contraire de refuser, de résister à cette accélération de l'ère anthropocène et à ses conséquences catastrophiques sur le plan environnemental. C'est tout le sens, par exemple, de l'action des militants contre le réchauffement climatique, des travaux du GIEC. Et je rappelle que se tiendra à Paris l'an prochain la conférence internationale sur le climat, dont un des objectifs est de limiter la hausse de la température à 2 degrés pour la fin du siècle. Question qui se pose pour nous est de savoir comment sortir de l'anthropocène, ou du moins comment ralentir ces menaces géologiques et environnementales. Comment enrayer la dégradation de la nature et de l'environnement et les risques biologiques et sanitaires qui en découlent. Quels sont les énormes défis auxquels nos sociétés sont confrontées? On parle de développement durable, de croissance verte. Comment mobiliser la nature et l'environnement ainsi redéfinis dans cette nouvelle approche économique? On parle de ville durable, d'urbanisme durable. Comment ces nouvelles acceptions de la nature et de l'environnement vont être appliquées et traduites dans l'aménagement futur des villes et des campagnes? On parle aussi de transition écologique, de transition énergétique. Comment intégrer la nature et l'environnement ainsi envisagés dans une action de planification à long terme? Je parlais tout à l'heure d'une nouvelle alliance nécessaire à construire entre urbanisme et médecine, à partir de leur évolution, vers une médecine environnementale pour la médecine et vers un urbanisme durable pour l'urbanisme. Mais les pratiques et les politiques dans ce domaine restent encore limitées et partielles. Et l'urbanisme durable
qui est un urbanisme sans modèle urbain précis, et c'est aussi sa qualité, est encore en gestation. C'est un vaste chantier de recherche multiforme en cours qui exige surtout plus de coordination. On peut citer comme expérimentation actuelle et comme idée nouvelle, je ne sais pas, je dispose de combien de temps alors je vais rapidement, donc, les écoquartiers, où on cherche à appliquer des techniques urbaines impactant peu l'environnement, en consommant moins d'énergie fossile par l'isolation meilleure des bâtiments, en employant des énergies renouvelables, en circulant en vélo, en tram, en réutilisant les eaux pluviales, en recyclant les déchets, en respectant le site, en introduisant des jardins, la plantation. C'est surtout un travail sur les réseaux techniques qui est entrepris. Mais certains quartiers ont aussi une ambition sociale en voulant introduire plus de mixité. La ville durable. Après le développement durable en 1987, introduit en 1987 dans le fameux rapport Brundtland, et le sommet de Rio de 92, apparaît la notion de ville durable comme nouvelle ville idéale. Ville zéro carbone, zéro déchet, zéro pollution. Une utopie pour certains. L'Europe s'est dotée d'une charte de la ville durable, la charte d'Albor, en 1994. Parmi les nombreux objectifs, la question de la forme urbaine reste prioritaire. Quelle forme aura cette ville demain ? Alors, une des formes privilégiées est la ville compacte, ou ville des courtes distances, à partir d'une critique de l'étalement urbain et de la périurbanisation et leurs conséquences sur les émissions de CO2. Les moyens pour sa réalisation sont principalement le renouvellement de la ville existante, faire la ville sur la ville plutôt que son extension, l'augmentation des densités, le changement des mobilités surtout, de non durable en mobilité durable, en introduisant plus de transports collectifs, tram, vélo, marche à pied, etc. etc. Ouais. Vous me dites... Les pouvoirs publics ont initié dans ce sens deux démarches programmes, la démarche Écocité et la démarche Ville de demain, pour promouvoir des innovations dans le domaine des technologies vertes, des réseaux intelligents, etc., pour améliorer les performances énergétiques, en sélectionnant des villes pilotes sur concours. Et enfin, le dernier point, sur lequel je voudrais un petit peu plus m'attarder, si vous permettez, qui concerne effectivement notre réflexion ici sur les jardins, le verdissement de la ville et les nouvelles formes et pratiques de jardinage auxquelles on assiste. On assiste effectivement aujourd'hui à une vague de végétalisation dans la ville, des toits, des murs, des balcons, qui pourraient impacter positivement l'îlot de chaleur urbain. On multiplie les trames urbaines et les corridors écologiques pour préserver la biodiversité. On observe une vogue du paysage, et les paysagistes occupent maintenant un rôle croissant dans l'aménagement urbain et dans l'aménagement du territoire. Je voudrais signaler ici la mort récente d'un de leurs pères fondateurs, Michel Courajou. Et les paysagistes intègrent de plus en plus la notion de bien-être dans leur travail. Il y a enfin également les jardins associatifs et les fameux jardins partagés, qui se multiplient dans la ville et qui sont créés à l'initiative des habitants dans tous les espaces et interstices libres de la ville, mais aussi sur les toitures. À Paris, ils sont surtout localisés à l'est de la capitale et plus particulièrement au nord-est, dans les quartiers populaires. Ils se distinguent des anciens jardins familiaux. Les jardins familiaux, je rappelle, c'était des jardins, ils étaient éloignés, ils étaient de grande taille, c'était souvent des jardins ouvriers, ils avaient une géométrie pesante, lourde, monotone, et leur usage était privatif. Alors que ces nouveaux jardins-là, à l'inverse, sont des jardins proches, ils sont plus petits, ils sont surtout pratiqués par une classe moyenne, ils ont un dessin plus libre, plus naturel, et un usage collectif. L'origine se trouve, comme vous le savez, dans les asiles, dans les hôpitaux psychiatriques, on en a parlé, les maisons de retraite, où ils sont comme chez vous, où ils ont, comme chez vous, vous en parlez, donc une fonction thérapeutique. Mais ce n'est pas la seule fonction de ces jardins. Ils ont aussi une fonction sociale, de lien social, de sociabilité, une fonction récréative, de loisirs, de détente, d'éducation, une fonction alimentaire, limitée bien sûr, sensibilité aux aliments sains, à la santé et à la fraîcheur des produits, etc. Une fonction urbaine, enfin, d'introduire plus de végétation dans la ville. Je rappelle par exemple que la ville de Montréal a intégré tous ces jardins associatifs et ces jardins partagés dans son plan de développement durable. Enfin, il faut noter l'émergence nouvelle, vraiment, d'un phénomène qui est assez
assez étonnant et assez nouveau, celui de l'agriculture urbaine. C'est un développement récent qui remet en cause l'ancienne opposition ville-campagne. Et on voit qu'il apparaît surtout dans les pays et les villes en crise, mais pas seulement. Aux États-Unis, il est très répandu dans les villes comme Milwaukee, Baltimore et surtout Détroit. Vous savez que Détroit, par exemple, la ville Motor City, la ville automobile, a rétréci de 2 millions à 700 000 habitants en laissant des friches gigantesques et une crise sociale et urbaine colossale. Une des façons dont les gens se sont réhabilités, reconvertis, etc., ça a été par l'agriculture urbaine. Tous ces espaces vides ont été pratiquement occupés et travaillés par des fermes urbaines, par des potagers, par l'élevage, etc., etc. Donc il y a actuellement à Détroit un véritable modèle d'agriculture urbaine aux États-Unis assez étonnant. Mais on peut dire que la capitale de l'agriculture urbaine, ça a été et c'est toujours La Havane, Cuba. Qui est depuis un certain nombre d'années, et la crise dans laquelle elle s'est trouvée a dû développer une agriculture urbaine pour satisfaire son alimentation, et elle y parvient à près de 90%. Et Cuba est vraiment devenu aussi un modèle mondial dans ce sens. Donc, c'est une sorte de retour à des formes anciennes de maraîchage, et des ceintures maraîchères du 19e qui ont existé du 19e à 1950. Leur postulat principal, c'est le circuit court, faire une agriculture de proximité, c'est-à-dire une distance raccourcie entre producteur et consommateur, avec moins d'intermédiaires également, avec comme objectif une autoproduction agricole. Derrière tout cela, c'est la remise en cause de l'agriculture intensive, de l'industrie agroalimentaire et donc de la grande distribution et des grandes surfaces commerciales qui y supportent. Ici aussi, l'agriculture urbaine est multifonctionnelle. Elle a une fonction alimentaire très, très nette, donc développer une alimentation plus saine, plus bio, etc. Une fonction également patrimoniale, retour aux produits locaux, au terroir. Une fonction récréative, donc de loisirs, de bien-être, d'éducation, etc. Une fonction sociale, elle sert de réinsertion à des personnes en difficulté. Et donc une fonction thérapeutique aussi dans ce sens, une fonction écologique d'entretien des espaces naturels, une fonction paysagère, donc d'esthétique urbaine, etc. Dans toutes ces nouvelles pratiques, il y a une application de cette nouvelle approche de la nature dont je vous parlais tout à l'heure, mais que je n'ai pas le temps de développer. Pour conclure, je dirais simplement, et revenir à ce que je disais au départ, l'urbanisme durable doit mieux intégrer les questions sanitaires dans ses objectifs, et la médecine environnementale, dans son développement, doit davantage questionner l'aménagement et l'environnement. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous rassure aussi, parce que... J'étais très rapide. Non, rapide, je ne sais pas, mais en tout cas, on a le temps d'une petite discussion avec la salle. Un petit peu d'eau. À dos. Oui, ça m'a desséché cette course. Oui, on oublie les choses les plus élémentaires, et comme ça qu'on fait des... Qui souhaite... voilà, je vois 2 mains, il y en a peut-être davantage, mais 2 s'est accordé. Après, je ne suis pas sûr. Oui. Je vais me faire gronder. Allez-y, madame. Je m'attendais à avoir des exemples concrets qui ont déjà été mis en place à la Petite-Salpêtrière ou ailleurs, en province, parce que les Anglais sont déjà très en avance par rapport au jardin, à la thérapie, en pédiatrie notamment. Et je suis très surprise de ne pas avoir... On a beaucoup d'historiques, ce qui est passionnant, mais est-ce que vous allez avoir l'occasion de donner quelques exemples concrets de jardins... La présidente répondra tout à l'heure. Je crois qu'il en est beaucoup question dans les ateliers. D'accord. Dans la suite du programme, très honnêtement, je n'ai pas participé à sa fabrication d'aujourd'hui, je veux dire, des plénières. Voilà, et aujourd'hui, sur l'arbre, c'était très très intéressant. Mais l'ouverture sur d'autres médecines chinoises, notamment, et l'arbre. Je vous confirme qu'il y en a au moins 2, et probablement davantage, là, ouais. D'accord. On s'approche. Merci beaucoup. Et sur l'arbre, la médecine chinoise... Et l'occasion aussi de demander aux personnes qui prennent le micro de se présenter éventuellement. Oui, moi je suis le docteur Véronique Barrois.
Non, je crois que la question portait sur la suite du programme et je en plaignais, il va y en avoir maintenant qu'on me remémore. Il y en a, quand je dis 2, 3, il y en a au moins 4 qui se profilent dans la deuxième partie de l'après-midi. Voilà. Gilles Galopin, je suis biologiste et je travaille sur la relation entre l'architecture de l'arbre et l'architecture du végétal avec la perception par l'individu. Et je voulais faire une remarque par rapport aux différents exposés qui ont eu lieu en ce début d'après-midi qui évoquent quand même une certaine situation, une certaine surprise, une certaine confrontation entre deux choses. On a parlé de l'arbre qui, comme on le sait, est quand même l'être le plus vieux vivant sur cette planète, puisqu'on a des arbres qui ont 2500 ans et qui vivent toujours. Paradoxalement, ce sont quand même aussi des êtres qui sont immobiles. Donc ça veut dire que, compte tenu de changement de l'environnement, ils ont été capables de vivre et de garder une bonne santé, puisqu'on parle de santé. Et puis, un certain modèle qui pourrait nous servir. Et à côté de ça, on a vu aussi des exemples d'épidémies, des exemples et un exposé là qu'on vient de voir qui est extrêmement rapide dans sa forme et qui illustre aussi peut-être une rapidité d'évolution de notre société. Un sociologue allemand qui a fait récemment un livre sur l'accélération du rythme de la vie. Et là, je crois qu'on est peut-être sur un paradoxe entre deux choses. C'est-à-dire que la santé, effectivement, on se pose la question comment le végétal peut nous aider à contribuer à la santé de l'homme, soit sur des approches thérapeutiques, curatives, mais à côté, on a aussi une vie qui s'accélère, des villes qui grandissent, des concentrations de population qui posent de vrais problèmes. Et aujourd'hui, on se pose la question de la ville viable. La ville d'aujourd'hui n'est plus viable, parce que les choses s'accélèrent. On parle d'épidémie de grippe aviaire, mais on en parle pendant quelques années, et ça disparaît. Voilà, donc on a une accélération des choses, et à côté de ça, on a un modèle qui est le végétal, qui lui est serein, paisible, qu'on a mis dehors, qu'on a tronçonné lorsqu'on a agrandi les villes, et maintenant qu'on lui dit de revenir gentiment. Donc il est quand même relativement souple et pacifique. Et donc je me demandais si derrière tout ça, alors un mot qui a été évoqué, que j'aime bien, qui est la santé du vivant. En fait, ce qu'on veut, c'est la santé du vivant. L'homme est peut-être le plus vulnérable de ce vivant, et c'est peut-être aussi lui par l'accélération, parce que c'est quand même lui qui crée cette accélération de l'évolution du vivant sur notre planète et de nos sociétés. Est-ce que c'est pas par cette accélération en fait qu'il augmente notre vulnérabilité et toutes les questions qu'on se pose sur la santé de la vie, la santé de l'homme à l'avenir? Oui, effectivement, c'est très juste ce que vous venez de dire. Vous avez mis le doigt sur un problème très important, la question de l'accélération. L'accélération de notre société. Un sociologue allemand, d'ailleurs, Rosa Hartmut, que vous connaissez peut-être, a focalisé essentiellement tout son travail de recherche sur cette question de l'accélération et de la vitesse dans laquelle nous sommes engagés et embarqués. Et c'est pour ça que un des mots d'ordre aussi du mouvement écologique, du mouvement environnemental, etc., c'est ralentir. Et tout le mouvement des slow food, slow movement, etc. Ce sont également des mouvements de résistance et d'opposition à cette grande accélération dans laquelle on est embarqué et qui n'en finit pas. Je veux dire, qui est une accélération de la vitesse, de la communication, avec des conséquences terribles sur le plan de l'aliénation de l'homme. Merci beaucoup. Je confirme qu'il y a presque que des sujets sur des jardins thérapeutiques jusqu'à la fin de la soirée. J'appelle Madame Ibon qui va